Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, toujours en la présence de Charles Gave, évidemment. Sans lui, ça n'aurait pas lieu. Et Bob Robot. en tout cas, pour l'instant, ce ne fut pas le cas. Et aujourd'hui, nous allons faire une sorte de débrief de ces élections qui ont eu lieu donc en Allemagne, élections de dimanche dernier, lorsque nous tournons cette émission. Et en fait, finalement, on va faire de l'analyse électorale et puis après on va parler un petit peu plus dans ce qui ne peut pas être véritablement chiffré. Et finalement, on va essayer de se poser la question, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas ? Parce que en fait, il n'y a pas eu de surprise spécifique par rapport à ce que donnaient les sondages. Les sondages donnaient l'AfD à peu près dans ces eaux-là, autour de 20%, un peu plus. Pareil pour la CDU, autour de 30%. Bon, on respecte plutôt ces scores-là actuellement. Donc on a la CDU à 28,5%. Soit 4,5 points que les élections par rapport aux élections précédentes, mais ce qui reste quand même historiquement bas pour ce parti malgré tout. Ensuite, on a le SPD qui est à 16,4. Alors 16,4 c'est extrêmement peu pour ce parti politique, donc ça fait presque 10 points de moins qu'aux élections précédentes. C'est le plus bas depuis un siècle et demi. Voilà, pour que des sociodémocrates n'aient pas... Voilà, et j'avais aussi regardé, c'est la première fois, donc depuis évidemment que Hitler était au pouvoir, que la CDU et le SPD n'étaient pas tous les deux premières forces politiques du pays. À chaque fois, c'était soit la CDU, soit la SPD. La première fois aussi que si on fait l'addition de ce qu'on appelle les partis de gouvernement, les deux sont en dessous de 50. Oui, tout à fait, effectivement. C'est la première fois que ça arrive aussi. Ce qui veut dire que celui qui est au gouvernement, ceux qui sont au gouvernement, quelque part seront illégitimes. Ils seront légaux, mais ils représentent pas on peut pas dire qu'ils représentent la majorité du pays. Effectivement, c'est-à-dire que la CDU et le SPD ont suffisamment de parlementaires pour faire une majorité au Parlement à eux deux. Oui, parce qu'on élimine en Allemagne, on élimine tous les gars qui font moins de 5%. Donc, Ouais, et là, en plus de ça, il y en a eu quelques-uns qui multiplient les scores au-dessus de 4. Donc effectivement, ça élimine du monde et ça n'aurait pas eu lieu, effectivement, si le FDP et le BSW étaient arrivés. Alors le FDP aurait certainement rejoint cette coalition entre la CDU et le SPD, donc les sociodémocrates. Mais effectivement, il manque un peu de légitimité. Et en plus, même au Parlement, ils sont suffisamment pour faire une majorité, mais ça peut être une majorité relativement fragile. Et je crois que il va y avoir une demande pour que le déficit budgétaire allemand soit accru. J'en suis à peu près certain. Est-ce que ils avaient passé une espèce d'amendement constitutionnel selon lequel ça pouvait pas, mais est-ce qu'ils ont assez de voix pour faire passer l'amendement constitutionnel ? J'en suis pas sûr. Mais alors ça voudra dire qu'à ce moment-là, il faudra que des gens comme les Verts et tout votent l'amendement constitutionnel. Ouais. Bref. Et puis je sais pas qui va. Puis c'est pour se retrouver avec. On avait le SPD qui menait avec l'Union là, et puis il y avait un petit peu les libéraux. Et puis maintenant on va se retrouver avec les démocrates chrétiens qui gouvernent avec. Mais enfin on va dire on prend les mêmes et on recommence quoi. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est pas. En fait, ça paraît pas un changement révolutionnaire qui est prêt à prendre des décisions difficiles. Non, le gouvernement va être très similaire. Simplement, comment dire, ça change le centre de gravité de ce gouvernement et surtout du Parlement vers la droite, puisque l'AfD prend beaucoup plus de place. Est-ce que les chrétiens démocrates sont de droite ? Justement, c'est à peu près autant que les républicains chez nous, quoi. Ouais, oui, exactement, c'est le même principe. C'est des entre-mous, c'est ce que De Gaulle appelait des fromages blancs, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, la seule différence qu'il y a entre les sociodémocrates et les chrétiens démocrates aujourd'hui, c'est qu'ils sont pas élus dans les mêmes coins, quoi. Ouais. Mais sinon, sur le programme, vous voyez pas très bien quelle est la différence. Oui, tout à fait, c'est la même idée. Ouais. Donc, on peut dire quand même que c'est le temps où Madame Merkel était largement en tête, et avec les sociodémocrates, ils arrivaient 60 ou 65% de l'électorat, et loin. Très très loin. Très très loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve un peu dans la même situation qu'on a en France, c'est-à-dire avec les trois groupes, les fromages blancs de droite, les fromages blancs de gauche, et les exclus, quoi. Effectivement, c'est-à-dire que donc la CDU, ça va être le principal parti du gouvernement.
avec 29%, enfin 28,5% des voix, ce qui est pas beaucoup. C'est-à-dire que dans leur histoire, là sur mon deuxième graphique, ça montre les résultats électoraux aux législatives depuis 1949 à chaque fois, et on voit que ce parti historiquement il se situe au-dessus de 30 et même pas mal de temps confortablement au-dessus de 35. Il était entre 40 et 50, oui, voilà. la plupart du temps. Donc vous avez dans les années 70-80 connu un moment où la CDU et le SPD tous les deux faisaient 80% des voix, quoi. C'était plus, donc il n'y avait rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Tandis que là, c'est plus du tout pareil. Hein. Ouais. 29 et 16, ça fait 45, c'est ça? Oui, 9 et 16, oui, c'est ça. 45, c'est pas... Alors que dans le passé, mettons, en 2005, c'était... Oui, ils faisaient 78-80% des voix à eux deux. Ouais. Donc les partis de gouvernement ont baissé quasiment de... pas loin de 50%. Oui, ouais, tout à fait. Donc il y a un mécontentement certainement profond. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que les gars qui sont en bas, là, tous les nouveaux partis, à part l'AFD et un peu le BSW qui n'a pas fait les 5%, ils n'ont pas l'air de satisfaire les foules, quoi. Non, tout à fait. Bah, les Verts sont en petite baisse. C'est-à-dire, en fait, il y a aucune dynamique, clairement, pour ces partis-là. Alors que l'AFD a une grosse dynamique, il passe de 10 à 20. Qui est de gauche, mais qui est populiste. Ouais. Et anti-immigration, qui s'appelle le BSW. Ouais. Lui, il a fait une belle percée parce qu'il a été créé simplement il y a très peu de temps. Hein. Oui, on en avait parlé. Ça a été créé peut-être il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, c'est, bref, et l'FDP, c'était ceux qui étaient chargés de... C'était ceux qui étaient soi-disant libéraux et qui ont bouffé toutes les grenouilles, quoi. Donc, ils ont disparu parce que, un petit peu, comme les libéraux ont disparu en France, à force de faire des politiques qui ne sont pas libérales, le Parti libéral disparaît, quoi. Oui, tout à fait. Ça me paraît un peu triste. Hein. Et puis, c'est un parti qui n'avait pas vraiment d'autre fonction que d'être simplement un peu le barycentre du gouvernement à chaque fois. C'est-à-dire, il permettait de faire des majorités ou non. Donc bon, quand c'est votre seule fonction dans l'histoire, c'est pas très ambitieux, quoi. Donc, si vous regardez ces cours-là en vous disant c'est des cours de bourse, ouais. Je vous assure que vous n'achèteriez pas ni la CDU, ni le SPD. Ouais. Oui, effectivement. Regardez ça, vous dites, ouh. Oui, l'AFD, ce serait ce qu'on appelle un stock growth. Voilà, vous dites, là, il y en a qui sont en train de sortir, là, mais bon, effectivement, il est peut-être pas encore achetable, mais il faut le surveiller, quoi. Ouais, effectivement, les bénéfices commencent à doubler d'un exercice sur l'autre, ça commence à être intéressant. Parce que là, en l'occurrence, cette courbe ne montre que les résultats aux législatives, mais il faut tout de même dire que même par rapport aux dernières européennes, l'AFD, donc c'était en juin dernier, en mai dernier, l'AFD avait fait 16%. Donc c'était déjà, en fait, on est en plein milieu de la courbe, on continue là sur la même lancée, quoi. On est à 21. Et alors que les jeunes ont voté AFD, et puis les jeunes femmes, d'après ce que j'ai compris, ont voté KSW, c'est ça, ou je sais pas quoi, dans ouais, elles ont beaucoup plus voté à gauche, effectivement. Mais ça, c'est ce qu'on retrouve partout, parce qu'aux États-Unis, je crois que il y a 7 points d'écart entre les votes des femmes et les votes des hommes, quoi. Ouais. C'est énorme, c'est-à-dire que les femmes ne votent pas comme les hommes, quoi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un vote féminin. Dans les enquêtes d'opinion, lorsqu'on demande aux jeunes de se noter eux-mêmes, on demande même pas ce qu'ils votent, mais de se noter eux-mêmes en termes de plus ou moins de gauche ou plus ou moins de droite, on voit que les hommes maintiennent une sorte de pente qui va doucement vers la droite, mais les femmes, elles, les jeunes femmes, se sont vraiment mises à gauche comme jamais récemment, sur les dernières années. Donc, on a vu la même chose aux États-Unis, et Kamala Harris avait fait une campagne qui était strictement pour essayer de capturer le vote des femmes. Ça n'a pas réussi, mais ça a été bien diagnostiqué par les... Alors je me demande, en France, qui représenterait le vote des femmes? Qui dans le système politique essaye de capturer le vote des femmes? Macron, je pense. Il y a Macron, je pense, les écolos un petit peu. Les écolos un peu, mais ils représentent pas grand-chose en France. Il y a pas non plus, ça se bouscule pas non plus au portillon. La France insoumise a essayé, mais je crois que ça marche pas si bien que ça.
parce que la France insoumise, c'est quand même les compromissions avec l'islam et puis les problèmes qu'ils ont eu en interne avec du harcèlement sexuel, des choses comme ça. Je pense que ça a pas non plus de très très bonne presse dans cet électorat. Mais oui, je pense que par défaut, ce serait un peu les Verts et puis Macron, probablement. Je crois que Macron, il doit avoir une surreprésentation féminine assez forte. Ouais. Mais j'ai pas vu le même travail fait pour la France. Non, effectivement. C'est donc alors bon, ça veut dire donc une élection qui ne résout rien. C'est un petit peu ça. Surtout que, alors, quand on regarde le Parlement, alors le Parlement, il faut lire le truc presque à l'envers. Je sais pas pourquoi ça a été présenté comme ça, mais enfin en noir c'est la CDU, en bleu c'est l'AfD, et puis le reste vous avez la gauche, quoi. Et on voit très bien que la CDU et l'AfD suffisent très très largement pour faire une majorité, une sorte d'union des droites. Or, ce n'est pas ce qui va se passer. Le chancelier lui-même, enfin le futur chancelier lui-même, Friedrich Merz, donc lui a dit que il ferait pas alliance avec l'AfD. C'est exactement ce qu'avait dit Vance en disant vous excluez du cercle politique des gens. Et donc, on voit très bien que là, on retrouve le même phénomène qu'en France, c'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, dans la démocratie, il y a que deux possibilités. Ou un parti n'est pas démocratique et il faut l'interdire. Oui. Ou il est démocratique et il n'y a pas de raison de lui faire des pendules et il est un parti comme un autre. Donc, cette histoire de truc, on l'exclut pas légalement, mais on l'exclut moralement, c'est foutre la démocratie en l'air, quoi. Parce que c'est pas acceptable. Et donc là, on le voit bien. Donc logiquement, la droite devrait gouverner en Allemagne et on va se retrouver avec encore une alliance centriste. Une alliance centriste et à gauche quand même, parce qu'il y aura... j'imagine que ceux qui ont été élus dans le Parti socialiste allemand, là, c'était les gars qui étaient dans les circonscriptions les plus socialistes, donc ce sont sans doute des gars qui dans les trucs centristes, ils ont dû se faire battre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on réussit ces résultats extraordinaires que j'ai à Avignon depuis à peu près 40 ans, où j'ai une maison, c'est que la droite est largement majoritaire et qu'il y a toujours un maire de gauche, quoi. Ouais. C'est quand même, c'est quand même doué, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et dans toutes les villes du coin, c'est pareil. Ouais. Donc, on se dit, évidemment, si vous excluez automatiquement maintenant 20% de l'électorat, si vous dites, en effet, à ce moment-là, si vous mettez les gris et les rouges ensemble, ils sont majoritaires, mais c'est pas ça. Et là, en plus de ça, j'ai évoqué qu'une alliance CDU-SPD. Alors, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer, mais c'est pas impossible qu'ils rajoutent en plus de ça les Verts aussi. Oui. Donc, alors là, je sais pas si ceux qui ont voté CDU parce qu'ils trouvaient que l'AfD peut-être c'était un peu trop dur, surtout ceux qui vivent en Allemagne de l'Ouest, je sais pas si eux veulent carrément d'une alliance avec les Verts, quoi. C'est eux qui ont forcé les centrales nucléaires à fermer en Allemagne. Ouais. Donc ça veut dire que si les Verts reviennent, l'Allemagne ne retournera pas vers l'énergie nucléaire. Et c'est même eux qui ont une influence considérable sur la politique énergétique voulue par la Commission européenne, d'ailleurs. Bien sûr. Ils ont tous les ennuis qu'on a eu en France avec ça venait de ces gars-là. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que alors mettons que ce soit pas un gouvernement qui soit parfaitement légitime, mais il a à faire face à des problèmes gigantesques, ce gouvernement, parce que il semble bien que Vance ait déclaré que ils ne voyaient pas tellement pourquoi il devait protéger l'Europe, quoi. Que finalement Poutine n'était pas si méchant que ça, ou j'en sais rien. Bon, donc ils ont un problème ça fait 70 ans que l'Allemagne faisait des excédents de ses comptes courants en n'investissant pas dans le militaire. C'est-à-dire, si vous, dans votre PIB, vous faites pas 4-5% de dépenses militaires, il est évident que vous serez plus compétitif que celui qui en fait. Donc, vous avez des excédents des comptes courants, et vous expliquez aux autres qui sont mal gérés. Ouais. Mais là, ça va poser un problème, parce qu'il va falloir qu'ils fassent les 4 ou 5%. Mais, ils ont pas de jeunes hommes, ni de jeunes femmes d'ailleurs. Et 2, ils ont pas d'argent. Pas vrai. Et ensuite, pour avoir une armée, il faut faire des tas d'investissements. C'est-à-dire, c'est un peu ce que je dis toujours, comme nous, on a arrêté de faire des centrales nucléaires pendant 20 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a plus d'ingénieurs. Parce que si vous avez fermé toutes les écoles militaires,
si vous avez fermé toutes les écoles d'armes, oui, il suffit pas, parce que je vais pas dire je vais dépenser de l'argent parce que ils vont le dépenser sur qui, il y a personne qui est compétent. Tout à fait, parce que ça, il y a 2 ans, il y avait du coup Scholz, le dernier chancelier, qui avait annoncé un investissement de 100 milliards d'euros dans l'armée allemande. Alors déjà, au final, ça n'a pas eu lieu, et en plus, je veux dire, l'argent ne résout pas absolument tout. En fait, mais leur idée, c'était qu'ils allaient acheter des F-35. Oui, c'est un peu ça. Ouais. C'était qu'ils allaient pouvoir en acheter 4. Ils allaient payer un tribut aux États-Unis pour que, je sais pas combien il doit y avoir, plus de 100 000 Américains en Allemagne dans des bases. La question, c'est est-ce qu'ils vont s'en aller? Et c'est une question intéressante. Et la deuxième, c'est est-ce que l'OTAN va survivre? Ces 2 questions, on n'en est pas du tout sûr. Trump a l'air de dire que l'OTAN, il n'en a rien à cirer. Et qu'il voit pas pourquoi il devrait protéger l'Europe qui ne se protège pas elle-même. Alors, il y a Erdogan qui a dit quelque chose d'intéressant aujourd'hui, là. Il a dit, oui, apparemment, si les États-Unis s'en vont, il va falloir que vous choisissiez entre la Turquie et la Russie comme protecteur. Ouais. Je crois que je l'avais déjà entendu quelque part, celle-là, mais... Ouais. mais, oui. Donc, arrive le temps des choix difficiles. Ouais. Vous préférez qui pour donner des ordres à Bruxelles? Avant, c'était, on le savait tous, c'était Washington. Ouais. Mais si c'est plus Washington, ça va être Ankara ou ça va être Moscou? C'est la grande question. Je pense que malgré toutes les déclarations des Européens, ils vont tenter de s'accrocher à Washington. C'était Merz lui-même qui a dit il y a 2 jours à la télé que voilà, il pensait jamais dire ça, mais enfin le temps de l'indépendance est venu par rapport aux États-Unis, etc. Merkel avait fait aussi ce genre de déclaration en 2018. Bon, au final, il s'est absolument rien passé pour les Allemands. Ils sont toujours restés. Entre-temps, il y a Trump qui avait été battu. Puis là, il est revenu en sachant que... Et l'État profond américain s'était débrouillé pour que Trump perde. Ouais. Mais l'État profond européen l'avait beaucoup aidé. Et donc, si je fais moi une analyse, je dis, quand je vois les nominations qu'a fait Trump, quand je vois qu'il met au FBI Patel et en numéro 2 Bongino, qui sont 2 anciens des services secrets qui connaissent tout l'État profond et qui ont passé leur temps à se battre contre lui. Faut pas oublier que Patel, qui a été mis donc au FBI, il a appris par Google, je crois, que pendant 5 ans, il a été sous contrôle, sous vérification permanente du FBI qui lui avait pas dit. Ouais. Et que le FBI avait donné l'adresse et de là où il vivait avec sa famille à des gens qui lui voulaient pas du bien. Ouais, c'est super. Donc, c'est super. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que les forces qu'a mis en place Kennedy, Tulsi Gabbard, Bondi et tout ça, c'est des gens qui veulent nettoyer l'État profond américain. Alors, ça paraît bien parti, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État profond américain était relié de façon extraordinairement pérenne avec l'État profond européen, Madame van der Leyen et toutes ces saloperies. Et ça veut dire que donc ils vont aussi se payer l'État profond européen. Oui. Et donc ça veut dire que on va savoir toutes les saloperies sur tous les corrompus aux États-Unis, mais on va savoir toutes les saloperies sur les corrompus européens aussi. Ils vont sortir aussi. Oui, bien sûr. Or, c'est toute la CDU et c'est tout le Parti socialiste. Mais d'ailleurs, ça veut dire qu'on sait que le bleu, le gris sur votre graphique là, on va apprendre des choses abominables sur la moitié des gars, comme ils ont reçu des États-Unis, comme ils ont donc. Ça va rendre l'Allemagne difficile à gérer. Hein. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que effectivement, je pense que ce sera plus efficace s'ils veulent vraiment espérer qu'ils soutiennent plutôt un changement de régime politique en Allemagne avec une forte poussée de l'AfD. Je pense que ce qui marchera mieux que des tweets de Elon Musk, c'est effectivement une démonétisation de la Commission européenne et du personnel politique en Allemagne. Les deux sont très liés d'ailleurs. Effectivement,
effectivement, s'ils enlèvent tous les financements déjà à la Commission européenne et que en plus de ça, ils dévoilent certaines choses qu'ils doivent savoir. Qui doivent être faciles à dévoiler. Hein. Effectivement, la légitimité de l'Union européenne, qui est déjà pas très élevée, va en prendre un très gros coup. Ça va se passer en France, c'est-à-dire que tout ce que les États-Unis savent sur des gens qu'ils aiment pas en France, ça va sortir. Et alors, ça m'amène à un truc aussi que vous avez montré, qui est très bien, c'est le graphique que vous montrez là, en page 5. Ouais. C'est la carte. C'est la carte. Le gris et le bleu. Le gris et le bleu. Le bleu, c'est l'ex-Allemagne de l'Est, et le gris, c'est l'ex-Allemagne de l'Ouest. Et le bleu, ça veut dire que les gens ont voté AfD en majorité, pas en majorité, mais en premier. Quoi. Voilà, en premier. À chaque fois, c'est la couleur du truc, c'est le parti qui est sorti en premier. Ben, vous voyez... Et ça m'amène à une autre chose, c'est que quand vous regardez ça, vous vous dites, dans le fond, ceux-là, ils ont connu la perte de souveraineté et la perte d'identité qui venait du communisme. Tout à fait. Et vous regardez, en Hongrie, c'est pareil. En Slovénie, c'est pareil. En Tchécoslovaquie, en Slovaquie. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été sous le joug communiste tiennent par-dessus tout à garder et leur identité et leur souveraineté. Ouais. Et le projet juridique de la Commission européenne, ça les intéresse pas du tout parce qu'ils veulent garder leur souveraineté juridique. Et donc, on voit bien que ceux qui sont complètement perdus aujourd'hui, c'est ceux dans la zone grise, qui eux ont abandonné les souverainetés des pays en espérant avoir je ne sais quoi qui sera payé par. Et ceux-là, c'est les gens des zones grises, c'est-à-dire la France, la Belgique, la Hollande, ça, qui n'ont plus de projet. Ouais. Ils ont, leur projet, c'était de faire une espèce d'Europe souveraine, je sais pas quoi. Et maintenant, ils ont plus rien à dire. Et ils ont même plus le soutien des États-Unis, qui au contraire. Donc, ça veut dire que dans les zones grises, le pouvoir est à prendre. Absolument, absolument. C'est-à-dire que dans les zones bleues, en quelque sorte, c'est les Allemands qui avaient abandonné leur identité et leur souveraineté. Oui, il y avait les troupes russes, alors. Contre en échange de la dictature, le communisme, c'est-à-dire pas grand-chose. Et de l'autre côté, c'est un abandon de l'identité et de la souveraineté, mais en espérant quelque chose en retour. Par le biais des institutions européennes, on se dit mais l'euro ça va être formidable, le libre-échange, on va être hyper bien organisé en européen, machin. On aura une nation européenne, la nation européenne va toujours vous brosser en lapin, parce que tous ceux qui étaient dans les zones bleues, qui sont maintenant en Europe, la Hongrie, etc., ils veulent rester hongrois. C'est-à-dire, en quelque sorte, vous avez ici une Europe des nations dans les zones bleues, et là, une Europe à vocation fédérale. Les deux peuvent pas survivre ensemble. Ouais, ou vous faites une Europe fédérale, mais dont les peuples ne veulent pas. Chaque fois qu'on leur demande, ils disent non. Donc, c'est le grand réveil des peuples. C'est les hommes des arbres, les hommes des bateaux, une fois de plus. On voit bien que les hommes des bateaux, ça correspondait à rien de fondamental. Ouais. Il n'existe dans le monde que des nations. Ouais, effectivement. Et donc, toutes ces zones-là, ces zones grises, sont à prendre. L'AfD a déjà fait des gros progrès là où elle était déjà forte. Et on voit d'ailleurs, enfin, on voit pas très très bien sur l'image, mais il y aurait même quelque chose à dire sur une division de Berlin-Est et Berlin-Ouest. D'ailleurs, électoralement, il y a une vraie différence. Et on le voit aussi vraiment au niveau de cette carte. Il n'y a pas du tout une Allemagne réunifiée. En bleu, les pays qui sont en bleu, et là c'est l'Allemagne de l'Est, mais les pays qui sont dans tout le reste de l'Europe, tout ce qui est à l'Est de ça, ils votent à peu près la même chose. Ils votent à peu près la même chose, et ils veulent rester allemands, hongrois, tchèques. Ils veulent, c'est-à-dire que l'identité nationale est quelque chose de très profond pour eux. Au milieu, là, on a des gars qui ont expliqué depuis 40-50 ans que la nation c'était complètement ringard. Et maintenant, ils ont plus de projet parce que, c'est-à-dire que là, ils ont plus leur. Si vous dites je suis maintenant une société qui fonctionne en fonction du droit. Très bien, mais pour qu'il y ait droit, il faut qu'il y ait exécution du droit, c'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un qui ait la capacité de faire par exemple en France, la justice est rendue au nom du peuple français, en Angleterre au nom du roi d'Angleterre. Bon, c'est pas pareil. Mais là, dans les zones grises, le droit européen, il va être rendu au nom de quoi ? Dans les zones bleues, ils vont vouloir continuer à ce que ce soit au nom de l'État allemand. Allez. Là, ils croient à quoi, les gars en gris ?
Je sais pas trop, honnêtement, ça m'échappe un petit peu. Oui, donc l'idée c'était qu'on allait faire une grande Europe unifiée, qu'elle est... Oui, déjà arriver à unifier l'Allemagne, et puis on reparlera du reste. D'ailleurs, je suis sûr que vous faisiez la même chose entre les Wallons et les Flamands. En Belgique, vous auriez la même chose? Oui, il y a des grosses différences politiques. Effectivement, la partie francophone est absolument désastreuse en termes de vote. C'est des socialistes, il qui se passe rien. Il n'y a aucune croissance économique et les Flamands, ça cartonne comme des fous et ils veulent tous parler le flamand et que surtout on leur fout bien la paix. Ouais. Donc même en Belgique, l'endroit où il y a Bruxelles, il n'y a pas vraiment de Belges. Hein. Il y a des Flamands d'un côté, des Wallons de l'autre. Ouais. Et alors tout ça, on dédie, ça va faire une Europe. Faut pas déconner, quoi. Ouais. Oui, déjà, on voit énormément de différences au sein même d'une nation. Alors, faut imaginer au sein du continent, c'est encore autre chose. Et puis, il y a des systèmes politiques, comme le système politique polonais, le système politique hongrois, qui, par exemple, refusent toute immigration. Ouais. Parce que ce que ça veut dire aussi la zone bleue, c'est les gens qui refusent l'immigration en disant, écoutez, si ça vous fait rien, nous on est allemands, on n'a pas besoin d'avoir une autre civilisation. Donc, tout à fait. Et ce doublement, parce que derrière, alors j'ai encore une autre, d'autres cartes. Cette fois-ci, c'est encore une fois les cartes du vote en Allemagne géographiquement, mais pour chaque parti politique. Et on voit qu'il y a des partis qui sont assez, assez homogènes sur l'entièreté du territoire. Et en revanche, alors on voit très clairement l'AfD, donc en bleu clair, où là c'est à peu près la même carte que celle d'avant. Et puis on regarde aussi le BSW, donc parti de gauche, lui aussi anti-immigration, anti-OTAN, anti-UE. Et lui aussi, il est très très surreprésenté dans cette zone-là de l'Allemagne. Et on voit que, en revanche, si on regarde le score de la CDU et du SPD, on voit que les deux sont très faibles, et des Verts aussi d'ailleurs. Les deux sont très faibles en Allemagne de l'Est. Donc c'est-à-dire que toute cette zone-là de l'Allemagne de l'Est, avec les quatre Länder, vont être en quelque sorte gouvernés par le reste de l'Allemagne. Je suis pas sûr qu'ils le vivent très très bien, à mon avis. Voilà. Donc, et on voit bien, bon alors, le FDP, lui, il a complètement disparu de l'Allemagne de l'Est, quasiment. Ouais, absolument. Ouais, il est totalement inexistant. Ouais. Et donc, on voit bien que l'Europe rhénane, allez, c'est l'Europe de l'Ouest, l'Europe rhénane. Ouais. Elle vote avec, par habitude, mettons, pour les deux grands partis. Mais le reste, c'est... Le reste fait beaucoup plus de choix politiques, intenses. C'est-à-dire que même quand on regarde d'ailleurs le vote de Die Linke, donc le parti plutôt radical, de gauche radicale, lui aussi ce vote-là il est assez élevé comparativement au reste. Et ce que vous montrez, c'est qu'en 1924, c'est-à-dire Hitler, c'est en page 7, ouais. On voit très bien que déjà l'Allemagne, qui allait devenir l'Allemagne de l'Est, avait des votes différents de l'Allemagne de l'Ouest. C'est-à-dire que l'Allemagne rhénane et l'Allemagne, prussienne, allez, votaient pas pareil. Ouais. Et là, à nouveau, ça se confirme. Oui, donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simple, si vous voulez, c'est rendre l'Allemagne de l'Est indépendante. C'est-à-dire redonner leur indépendance à l'Allemagne de l'Est. Oui, ce qui donnerait au passage beaucoup plus d'importance à la France aussi au sein de l'Europe. Voilà, c'est ce que disait De Gaulle, j'aime tellement l'Allemagne que je suis ravi qu'il y en ait deux. Voilà, exactement. On a eu recréé deux Allemagnes, ça devrait être un des buts de la diplomatie européenne, tiens. Oui, non, mais c'est clair que pour certains, ça paraît peut-être un petit peu abscon cette idée qu'en fait il n'y a pas une Allemagne, il y en a deux, parce que. En fait, vous en avez même une troisième, parce que la Bavière, c'est pas noté pareil aussi. Oui, c'est encore un peu particulier. La Bavière, c'est autre chose. Donc vous auriez dû avoir l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest et la Bavière. Oui, on aurait été très bien là. Ça m'irait très très bien, effectivement. Ouais. Mais le malheur de l'Allemagne, ça a été Bismarck. Quoi. Probablement oui, sur le long terme, ouais. Qui a réuni les trois et qui a foutu la France en l'air, après ça ils nous ont piqué l'Alsace, ça fait la Première Guerre mondiale, puis après la Deuxième Guerre mondiale, et puis donc Bismarck, ça a été en réunifiant l'Allemagne, il a fait le malheur de l'Europe, quoi. Ouais, tout à fait. Effectivement, mais ouais, j'aime beaucoup cette carte-là du vote communiste en 1924, parce que effectivement, on regarde les cartes précédentes, on se dit finalement ce sont des conséquences de l'occupation communiste, et en fait de l'œuf ou la poule, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé en premier. Hein, mais moi, par exemple, j'étais d'une famille alsacienne, du côté de ma mère, et c'était intéressant parce que
dans la famille alsacienne, il disait, bon, alors, il y a les Allemands qui sont de l'autre côté du Rhin, qui sont comme nous, quoi, très bien. Puis alors, les Allemands là-bas, de la Prusse et tout, c'est pas du tout pareil, on veut pas en entendre parler, c'est des... Donc, les cousins des Allemands qui étaient en Alsace trouvaient que dans le fond, allaient faire du business avec les gars qui étaient de l'autre côté du Rhin. Oui. Ils étaient normaux, quoi. Ils étaient musiciens, ils étaient... Oui. Puis alors, les gars qui étaient par là-bas, qui étaient tous luthériens et tout, ils avaient les plus gros doutes, quoi. Oui. Donc, je me demande si ça correspond à quelque chose de profond, quoi, de presque. Oui, c'est-à-dire en fait, on se dit que cette division, donc qui a eu lieu de manière physique entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, elle n'était pas arbitraire, quoi. Elle correspondait à quelque chose qui préexistait. Ouais, effectivement, ça se voit effectivement sur cette carte électorale. Et derrière dernière analyse, c'est les votes en fonction de l'âge, parce que alors les retraités ont voté pour la CDU à 40%. Ils ont voté pour le SPD à 24%, donc grosse domination de ces deux partis politiques. Mais c'est ceux qui votaient il y a 25 ans. Voilà. Ils sont toujours à 65%. C'est ça. En fait, si on regarde les scores des années 90-2000, en fait, on retrouve les scores des retraités actuels. Il y a pas de différence. Et l'AfD fait 12% seulement, donc troisième force politique chez cette classe d'âge. Derrière, lorsque on regarde en revanche les votes des moins de 25 ans, alors là c'est très différent. Là on a 13% pour la CDU, 12% pour le SPD, 20% pour l'AfD, 25% pour Die Linke. 25, donc c'est ce parti qui a fait 8 ou 9% au niveau national et de gauche, même d'extrême gauche, j'ai envie de dire, est arrivé en première position chez les moins de 25 ans. Enfin, c'est quand même et pour le coup, là, le clivage chez eux, c'est pas du tout l'union les démocrates chrétiens contre les sociodémocrates. C'est vraiment AfD contre Die Linke. C'est que votre oui soit un oui ou que votre non soit un non, quoi. Là, ils sont pas. Mais c'est ça, c'est tout à fait. Et vous avez pas le truc pour homme-femme par hasard, non? Si, à la toute fin, j'avais... Si, le truc homme-femme, parce que je voudrais savoir si, à mon avis, les femmes doivent voter à gauche et les hommes doivent voter à droite, mais je peux me tromper. Voilà, je l'ai ici. Donc, à droite, c'est le vote des hommes, et à gauche, c'est le vote des femmes. Et donc, on voit, la toute première, c'est Die Linke. Donc, Die Linke fait 34% chez les femmes et 15% chez les hommes. Voilà, donc quand je disais ils font 25% chez les moins de 25 ans, certes, mais chez les hommes, c'est beaucoup plus modéré, alors que chez les femmes... Donc c'est-à-dire qu'il y a une femme sur deux jeunes qui vote, pas quasiment, pour la gauche. Ouais, alors pour Die Linke, du coup, une femme sur 3, et puis si on ajoute les sociodémocrates, ça fait presque 1 sur 2, et si on ajoute les Verts, ça fait presque 6 sur 10, quoi. Ça fait un sacré paquet, ouais. On a donc une séparation très nette entre le vote féminin et le vote masculin. Ouais. Le vote féminin est beaucoup plus de gauche, c'est-à-dire se veut inclusif, j'imagine. Le vote masculin, ça se veut un peu plus robuste. Avec un vote féminin à 60% pour la gauche, je vois pas comment on peut s'en sortir militairement. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir... Pour moi, ça, c'est un symptôme du fait que probablement les hommes ont de plus en plus peur de parler aux femmes aussi, parce que les femmes le prennent de plus en plus mal. On a brouillé la limite entre l'agression sexuelle et la simple... Et le compliment. Voilà, le compliment, le fait de faire la cour. Et on a un peu brouillé la limite entre les deux. Et du coup, effectivement, c'est devenu une prise de risque inconsidérée de la part des hommes d'oser prendre la parole face à une femme. Et je pense que les femmes voteraient probablement beaucoup plus comme les hommes si les deux se parlaient davantage. Et là, je vois vraiment le symptôme de ça. Et c'est curieux, cette espèce de rupture entre le vote des hommes et le vote des femmes. On a beaucoup dit que, enfin les sociologues, etc., ont beaucoup dit que les États sociodémocrates, etc., avaient cherché à remplacer le mari par l'État. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on voit là, c'est-à-dire qu'elles disent, dans le fond, ce que me disent des jeunes femmes que je connais, pas si jeunes d'ailleurs, je dis, à quoi ça
À quoi ça sert d'avoir un mari à partir du moment où on a une subvention et que les valises ont des roulettes, quoi. C'est si vous savez, c'était le vieux truc de 1617, on verra quand il faut porter quelque chose de lourd. Oui. Mais les femmes ont vu qu'elles ont plus grand chose de lourd à porter, que les hommes servaient à rien. Ouais. Donc elles se disent, ils servent à rien, quoi. Ouais, tout à fait. Elles ont pas tort d'ailleurs, mais ce qui est terrifiant, c'est que ce soit notre génération qui s'en soit rendu compte, parce que dans le temps passé, vous savez, il y avait, c'était, je sais plus c'était Oscar Wilde qui disait que Dieu, dans son infinie sagesse, n'a pas donné le sens de l'humour aux femmes pour qu'elles aiment les hommes au lieu d'en rire. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on a l'impression que maintenant, elles ont plutôt tendance à en rire, elles nous aiment plus tellement, moi ça me désole. Ouais. Oui, tout à fait. Je pense que il y a comment dire, il y a quelque chose de très synthétique dans la relation. Et du coup, comme ils peuvent plus se voir, puisqu'ils votent plus pareil, et ben ils font plus d'enfants non plus, ces couillons. Bah non, pas du tout. Parce que pour faire des enfants, faut se retrouver de temps en temps. Non, bah là, je pense que les femmes qui votent, les jeunes femmes qui votent Die Linke, elles ont pas trop envie d'entendre parler de faire des enfants, ou comment dire, d'être femme au foyer. Alors là, je pense qu'on est à des années-lumière. C'est des femmes, elles veulent se dire, je pense, fortes, indépendantes. Elles veulent essayer de faire leur propre carrière, de s'en sortir toutes seules, et de voir le moins d'hommes possible, à mon avis. C'est un petit peu l'idée. Et donc ce vote me trouble beaucoup parce que un petit peu comme le vote qu'on a eu en France au moment des dernières législatives, là, ça résout rien. On se retrouve avec une situation qui est grave, si vous voulez, un changement d'alliance militaire, des investissements d'infrastructures qu'ils n'ont pas fait, une crise énergétique pour l'Allemagne, comment vont-ils la résoudre, d'où va venir l'énergie, à quel prix, etc. Donc les Allemands ont des vrais problèmes, nous au moins on a l'énergie nucléaire. Ouais. Et ils votent et ils prennent la décision de rester sans rien faire, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que la véritable crise politique qui, je pense, devra arriver en Allemagne n'est pas encore tout à fait là, mais en revanche, on en voit très très bien les germes. Et effectivement, s'ils ont davantage de problèmes vis-à-vis de l'immigration, qui se posent des questions par rapport à leur armée, que peut-être ils ont des problèmes économiques aussi, à mon avis, le vote AfD, il va pas en rester à 20 et il va pouvoir aller à 30. Hein. Oui, c'est ça. C'est que là, je vois par exemple, dans l'est du pays, Volkswagen avait fait une énorme usine, je crois, qui faisait que des voitures électriques. Parce qu'on disait, on va laisser tomber les voitures. Donc Volkswagen avait investi, je sais plus. Et cette usine est en train de fermer parce qu'il y a personne qui achète les voitures électriques. Donc, à partir du moment où l'Allemagne n'est plus une puissance industrielle, on a un problème, quoi. C'est parce que le tourisme en Allemagne, c'est pas mal, mais enfin c'est pas ça qui va faire vivre l'Allemagne. Oui, c'est clair. C'est pas l'Espagne, c'est pas l'Italie, c'est pas la France. Donc, vous voyez ce pays qui est un pays industrieux, qui doit prendre des décisions et qui reste au milieu du gué. Vous espérez qu'il va pas y avoir une rupture du barrage en haut qui noie tout, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que rester au milieu du gué, c'est un peu couillon, quoi. Ouais, tout à fait. C'est très important ce que vous dites sur l'industrie automobile, parce que il y a 10 ans, je me souviens, alors là, j'en entendais parler en boucle de l'industrie automobile allemande. Et que l'Allemagne était très bien gérée. Voilà, la notion de compétitivité, ça, j'entendais ce mot 3 fois par jour, il y a 10 ans, surtout en comparaison avec la France. Et les règlements européens font que, à partir de 2035, normalement, on doit plus produire de véhicules thermiques. Ça va passer à la trappe, ça. Voilà, à mon avis. Parce qu'il se passe aussi quelque chose, c'est quand vous écoutez Monsieur Trump, il n'arrête pas de dire que cette histoire de réchauffement atmosphérique, c'est une grosse connerie, que les Américains vont laisser tomber. Alors si les Américains laissent tomber, déjà la Chine, il fait pas très attention, même pas du tout. Et l'Inde aussi et tout. Donc vous vous dites, il va rester qui le 7e arrondissement à Paris qui va sauver la planète en changeant les ampoules. Mais c'est un peu... Donc, on nous a raconté toute une série, une espèce de victoire des minorités, c'est-à-dire que l'homme et la femme, c'était un continuum, il n'y avait pas une différence entre les deux, toutes les théories woke.
plus les théories, plus le Covid où on nous a raconté. Là, on voit qu'il y a une différence entre les deux. Hein. Électoralement, déjà, ils votent pas pareil. Hein. Oui, ça, on pourrait le dire d'ailleurs, quand on me demandera la différence entre un homme et une femme, je dirais les femmes votent à gauche et les hommes votent à droite. Tiens. Oui, en tout cas, chez les jeunes. C'est moins marqué en France. Clairement, les femmes votent plus facilement RN, même s'il y a quand même une sous-représentation par rapport aux hommes. C'est pas dans les mêmes proportions, quoi. Mais là, vraiment, en Allemagne, c'est donc, choquant. si on résumait, l'Allemagne, elle a un problème de ses sources d'énergie. Alors, Ouais. Vous savez que l'économie, ça n'est que de l'énergie transformée. Donc, si le prix de l'énergie est 3 fois ce qu'il est ailleurs, ben, ils vont rien vendre. Hein. Parce que, voilà, c'est... Bon, ils ont un problème de défense. Ils ont un problème d'immigration. Ils ont un problème de démographie. Ils ont quand même toute une série de grands problèmes comme ça. Et ils votent... Et ça change rien. Ben, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle, moi. Non? Pour Oui, l'Allemagne? bien sûr. Clairement. Pour l'Allemagne, je trouve que ça peut pas être pire. Ouais. Et donc, ça veut dire que les gens au pouvoir en Allemagne ne vont pas être capables de s'adresser à Trump s'ils décident de les... Je veux dire, ils n'ont pas ni la légitimité, ni le... Ouais. Vous imaginez pas un fromage blanc d'un seul coup se transformer en rock. Ouais. Oui, en plus de ça, vraiment Trump et Oui. Musk ont vraiment beaucoup appuyé pour faire pousser l'AfD. Donc clairement, ils vont peut-être espérer d'être globalement en bon terme avec le chancelier, mais enfin bon, pas plus que ça, je pense. Hein. Ben, le chancelier, il fait exactement partie de l'état profond dont Ouais. ils veulent se débarrasser, puisqu'il a été chez BlackRock pendant longtemps. Donc, Oui, c'est vrai. Ouais. donc vous pensez bien que BlackRock, c'est vraiment l'archétype du machin qui est dans l'état profond. Hein, donc s'ils veulent se payer l'état profond, le chancelier me paraît une... Donc, c'est-à-dire que c'est extraordinaire avec l'Europe, c'est que ça fait des années qu'on voit arriver cette crise, dont on en a parlé souvent ici, Ouais. en France, partout. Et l'incapacité des élites, enfin des soi-disant élites, des élites élues en tout cas, à même conceptualiser les problèmes. C'est-à-dire qu'ils vous disent, la seule solution, c'est ce que dit M. Macron toutes les 5 minutes, c'est on va faire plus d'Europe. Mais c'est pas la solution. Ce qu'il faut, c'est faire plus d'autonomie locale, donner plus de chances, et surtout reprendre son indépendance militaire et stratégique Ouais. de chaque pays. C'est un peu bizarre tout ça, parce qu'on a des élites qui offrent comme solution celles qui ont marché pour sortir des affrontements franco-allemands. Bon, plus d'Europe. Mais aujourd'hui, l'affrontement franco-allemand, c'est plus la mode, quoi. Non. Ça fait un siècle, on n'en fait plus, quoi. Enfin, Effectivement. c'était le bon temps, marqué. Oui. Enfin. Et puis le fait est que oui, on a su faire la paix entre nous. Enfin, union ou pas, d'ailleurs, on a fait aussi la paix avec les pays qui ne sont pas rentrés dans l'Union européenne. Hein. On n'est pas en guerre avec la Suisse, et on n'est pas non plus en guerre avec l'Angleterre avec le Royaume-Uni depuis qu'ils en sont sortis. Voilà, je remarquerai. Et puis, en revanche, le truc, c'est que on fait pas la guerre parce que juste on s'est nous-mêmes rendus incapables de la faire aussi, tout simplement. Oui, et puis alors maintenant, on veut envoyer des troupes en Russie, mais quelles troupes? Et avec quel argent, quelle armée, quelles armes? C'est et là, il va être très très mécontent, Trump, parce que si les Allemands, les Français font des conneries en Russie, il est peut-être encore tenu par l'OTAN. C'est-à-dire qu'il sera peut-être obligé d'intervenir. Donc, il va essayer, il commence à les voir partir vers là, il va sans doute essayer de sortir de l'OTAN le plus vite possible, de façon à ne plus être pris dans... Ouais. Non, Mais d'ailleurs, je crois que Trump avait fait une déclaration comme ça, disant que s'il y avait des soldats européens en Ukraine et que ça se passait pas très bien pour eux, leur statut serait en dehors de l'activation de l'article 5 du traité de J'ai vu l'Atlantique Nord. que le type qui vient d'être élu en Allemagne a décidé qu'il fallait livrer des missiles à longue portée à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il peut aller taper Moscou, mais Non, c'est pas une très bonne idée. Je pense. c'est un grand malade celui-là. Ouais. Donc tout ça me laisse tout ça me laisse pantois parce que donc le vieux couple franco-allemand, il est en train de partir. Mais d'ailleurs,
Je pense que Macron va lui-même peut-être ne s'en rend pas compte, mais il va probablement prendre goût au fait que Trump, lorsqu'il discute avec les pays européens, lorsqu'il discute avec la France, il discute pas avec von der Leyen. Ah, tout à fait, il refuse. Oui, ça faisait quand même 4 ans que à chaque fois qu'il se passait un truc, que la France était en représentation quelque part, il y avait Macron et il y avait Ursula von der Leyen que Macron avec faisait lui. venir avec lui. Voilà, non mais c'était insupportable. Et donc à chaque fois, on devait représenter nos intérêts prétendument, mais aussi les intérêts du reste des pays européens. Et à chaque fois que quelque chose ressortait de ça allait rarement d'ailleurs dans l'autre sens. Donc à mon avis, il va plutôt prendre goût à ça. Trump, dans le fond, va faire probablement absolument ce qu'il veut de cette situation en Ukraine. Il a déjà dit, Trump, il a déjà dit quelque chose de très important. Toute la stratégie de Biden et compagnie et des néocons aux États-Unis, c'était de dire que les États-Unis, c'était l'hyperpuissance, celle qui devait régir le monde. Donc ils étaient et là, Trump vient de dire que la Chine et la Russie étaient des grandes puissances avec lesquelles il fallait négocier. C'est-à-dire qu'il s'est remis au même niveau que les deux autres. Il prétend plus qu'il est le chef. Il dit simplement donc, oui, c'est ça. Déjà, ça, c'est un changement extraordinaire. C'est-à-dire qu'on se replace dans un monde de diplomatie normale où on discute avec les uns les autres et on donne pas des ordres. On défend ses intérêts. Et comme nous, on est des valets, qu'on n'a plus de diplomatie, qu'on n'a plus d'armée, qu'on n'a plus rien, à nous, on va donner des ordres. Ce qui est certain, c'est que l'Europe n'est pas une grande puissance. Allez. Oui. D'ailleurs, j'avais vu une déclaration, je crois que c'était de Sergueï Lavrov la semaine dernière, qui disait qu'il ne voulait absolument pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et il a dit, cependant, si elle veut rentrer dans l'Union européenne, il n'y a pas de problème. C'est dire à quel point on fait peur. Mais oui, la position de Trump, je trouve, est beaucoup plus saine, même si elle peut paraître brutale sur le moment par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années. Mais la position de l'UE, concrètement, sur l'Ukraine, c'est de dire il faut absolument continuer le combat par principe. Donc on envoie des dizaines de milliers de jeunes Ukrainiens aller à une mort quasi certaine pour espérer protéger un lopin de terre. Je veux dire, à la fin des fins, forcément, ils vont perdre. Maintenant, est-ce qu'on peut juste arrêter le massacre désormais? Ils ont déjà perdu, je sais pas combien. Et puis ça fait 3 ans aussi que ils nous bassinent en disant on va absolument construire une défense européenne parce que Poutine c'est plus possible. D'accord, ok les gars, maintenant on est 3 ans plus tard, vous avez pas commencé le début d'un truc, donc bon. Et puis ensuite il faudrait peut-être réfléchir à la défense européenne qu'on va faire, je sais pas, par exemple, je dis ça au hasard, mais contre les Turcs, parce que donc on aura peut-être besoin de nos alliés habituels qui arrêtaient toujours les Turcs, c'est-à-dire la Pologne. Il faut recréer l'empire austro-hongrois le plus vite possible, quoi. Ouais. La Pologne est peut-être le pays européen qui s'arme le plus. Oui, qui s'arme le plus actuellement, qui a le plus à cœur son réarmement. Ouais, tout à fait. Oui, c'était eux qui étaient un petit peu à la frontière avec ces gens un peu douteux. Parce qu'il faut pas oublier, c'est les Polonais qui ont sauvé Vienne. C'était quand 1682, un truc comme ça. Ouais, là, j'aurais plus la date exacte là. Avec les Winged, avec les hussards ailés, qui étaient des combattants incroyables, qui avaient des grandes ailes dans le dos, là, ça charge. Quand ils chargeaient, c'était très bien. C'était Jean Sobieski, c'était là, c'est lui qui a sauvé l'Europe. Donc la Pologne a sauvé l'Europe, la Hongrie a sauvé l'Europe parce que c'est elle qui a arrêté les Tartares 2 fois. Vous savez, les gars qui arrivaient, les Mongols, là, qui les a arrêtés 2 fois. La première fois, ils n'ont pas réussi à arrêter les Mamelouks, là, parce qu'ils sont restés 2 siècles, je crois, à Budapest, là. Ouais. Les musulmans, là. Mais ensuite, ils les ont chassés. Donc, il me semble qu'une alliance Pologne, Autriche, Pologne, Hongrie, ça nous donnerait un petit bouclier, quoi. Oui, c'est clair. Oui, c'est sympa de les avoir là, ceux-là. Oui. Tout à fait. Et moi, je suis prêt à me battre jusqu'au dernier Hongrois. Hein. Ouais. Ils se battent très bien, sont des très bons soldats. Dit, effectivement, si l'idée qui émerge de plus en plus, c'est l'idée d'une sorte de protectorat russe sur toute l'Europe ou de protectorat turc, effectivement, c'est ces pays-là qui vont se réveiller le plus vite. Parce que c'est eux qui ont des réflexes qui viennent de loin dans l'histoire. Voilà. C'est les Polonais, dès que vous avez un Russe qui se réveille, vous avez 2 Polonais qui se réveillent aussi, quoi. Non, mais ça, tout ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous regardez l'Ukraine comme ça et vous dites, bon, alors,
Du côté ouest, je crois que ça s'appelle la Galicie. Il y a une autre Galicie en Espagne, mais c'est pas la même. Ouais. Il y a la Galicie, là c'est des Polonais. Du côté est, là c'est des Russes. Du côté sud, c'est des Hongrois. Et puis il y a un petit noyau d'Ukrainiens au milieu. Donc si vous croyez à ce qui était la doctrine officielle de la diplomatie française pendant longtemps, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, vous pouvez avoir une partie de l'Ukraine qui rejoint la Pologne, une partie qui rejoint la Hongrie, une partie qui a déjà rejoint la Russie, si j'ose dire, les armes à la main, et il restera une petite principauté ukrainienne autour de Kiev, quoi. Bah, à la vitesse à laquelle les choses changent, peut-être qu'on aura des référendums dans ces zones-là pour connaître leur sentiment d'appartenance. C'est peut-être pas exclu. Hein. C'est peut-être pas exclu parce que quand même, l'Ukraine, ça a été une création de l'Union soviétique. Elle a pour ainsi dire jamais existé. Donc vous avez Donc, ben, ça va être intéressant. Donc voilà, alors ce que je disais ce matin, puisque on en avait discuté ensemble, c'est que vous dites, bon, dans le monde, il va y avoir un développement extraordinaire des infrastructures du côté de l'Inde et tout. Donc on va avoir besoin de grandes affaires industrielles. Et je rappelle quelque chose à nos auditeurs qui me paraissent très important, c'est que vous avez un indice boursier qui s'appelle MSCI, des valeurs industrielles européennes. Vous savez, c'est toutes les grandes valeurs. Bien, dans cet indice boursier, donc il y a les valeurs anglaises, suisses, suédoises, françaises, etc. Les valeurs industrielles françaises font 28% de l'indice et les valeurs industrielles allemandes font 22% de l'indice. Donc, je me dis, les Français ont un coup de peau monstrueux, c'est qu'ils ont de très très belles valeurs industrielles qui n'ont plus une usine en Europe. Oui, c'est ça. Et donc, ça veut dire qu'ils sont idéalement placés quand le coup va partir aux États-Unis ou en Asie. Vous achetez ça et vous emmerdez pas et vous jouerez le coup. Tandis que les Allemands, ils ont toutes leurs industries en Allemagne. Ouais. Alors eux, ils sont mal barrés. Il faut quand vous entendez, c'est vrai qu'on n'a plus d'industrie en France, on n'a plus d'industrie en France, mais ça veut pas dire qu'on n'a plus d'industrie française. On a des valeurs industrielles incroyables. Parce que voilà, dans tous ces indices, effectivement, ETF et autres, sur les valeurs industrielles européennes, à chaque fois, c'est la France qui a le plus de poids. Le plus de poids, c'est-à-dire que vous trouvez Air Liquide, Schneider, Saint-Gobain, Airbus, vous en avez 5 aussi comme ça, qui sont écrasantes. Dassault. Et donc, vous vous dites, c'est marrant, on a réussi, nos classes dirigeantes ont réussi à faire un très gros secteur industriel en France, qui a cette caractéristique commune de ne pas avoir une usine en France. Donc la question c'est qu'il faut poser aux hommes politiques, c'est pourquoi y a-t-il plus, il faut pas leur dire pourquoi y a-t-il plus d'industrie française, c'est pourquoi y a-t-il plus d'industrie sur le sol français. Absolument. Et ça peut être que vous. Les ingénieurs. C'est vraiment pas la faute de ces entreprises, puisque ailleurs dans le monde, elles arrivent parfaitement à générer du profit, à créer de la richesse. Donc c'est bien que donc, ici. C'est bien. Donc le vrai problème, c'est, on voit bien le problème de la France avec ce petit truc, c'est que vous avez des gens extraordinairement compétents, mais qui peuvent pas travailler en France. C'est comme disait un ami américain, 2 adultes consentants en France peuvent tout faire l'un avec l'autre, sauf bosser l'un pour l'autre. Oui, c'est ça, coût du travail trop important à cause de toutes les charges. Réglementation partout. Réglementation, absolument. Et puis en plus de ça, si on ajoute l'augmentation du coût de l'énergie de ces dernières années, ça n'améliore pas le reste. Qui a été fait de toutes pièces par le système politique, puisqu'ils ont réussi à foutre en faillite EDF, qui devrait peu cartonner et gagner de l'argent gros comme elle. Tout ça est stupéfiant. Donc le vrai problème qu'on a, c'est que l'Allemagne a son industrie en Allemagne, et donc elle est mal barrée. Nous, on n'a plus rien. Mais on a les industries à l'extérieur. Donc, aussi curieux que ça paraisse, si vous avez votre capital qui est mobile, vous pouvez vous en sortir beaucoup mieux en tant que Français qu'en tant qu'Allemand. C'est marrant, hein? Alors même qu'il va y avoir un boom industriel. C'est curieux, ça. Tout à fait. Bah oui, mais bon, c'est avec des valeurs françaises. On a des élites qui sont compétentes. Oui, absolument. Mais ça, on en a partout dans le monde. Mais juste, on les invite. Sauf à Paris. Oui, on les invite bien à quitter le territoire quand même. On les force à quitter le territoire. Voilà, pour être sûr que les autres restent sur place. Enfin voilà. Donc c'est rien de nouveau, mais ça confirme que vous pouvez pas, puisque vous avez aucune sécurité juridique sur tous les contrats que vous allez signer en Europe, parce que vous savez pas dans quelle monnaie ni dans quel droit va s'appliquer, ça veut dire que vous pouvez avoir que des actions, vous pouvez pas avoir d'obligations, vous pouvez pas avoir d'immobilier. Ouais. C'est bête, hein? Ouais. Effectivement.
C'est tout. Et bon, les actions, c'est déjà pas mal. Ouais, les actions, c'est très bien. Ouais. Voilà. Bon bah voilà pour cette émission sur l'Allemagne. Donc il s'est passé quelque chose et à la fois il s'est rien passé. C'est un peu. Mais le fait qu'il soit rien entre passé deux alors chaises. qu'il aurait dû se passer quelque chose fait que c'est une mauvaise nouvelle. Oui, tout à fait. On peut penser que les problèmes ne vont pas être attaqués. Ouais, absolument. C'est déjà en soi une nouvelle. Ouais, c'est tout à fait. Et bon, ce score de l'AfD, évidemment, c'était le truc le plus scruté de cette élection. Il n'y a pas eu de surprise particulière par rapport au sondage, mais ça a quand même doublé. Donc ils prennent de la place, mais ils sont toujours pas en position de gouverner quoi que ce soit. Donc finalement, les problèmes sont reportés à plus tard. Et en général, quand ils sont reportés à plus tard, c'est que ça fera plus mal aussi. Voilà. Donc mauvaise nouvelle, mais peut-être que temporaire. En tout cas, on l'espère pour les Allemands. Et puis ensuite pour le reste du monde, on reste branché. On en reparlera absolument. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette émission. Et puis, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions, de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés. Et merci beaucoup.